Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Alors à 2 mois des élections européennes, Jordan Bardella fait la course en tête selon les sondages, jusqu'à 16 points d'avance sur la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Ayé. Est-ce à dire que tout est déjà joué? Est-ce que désormais seul Emmanuel Macron peut limiter la casse? Sur quoi en tout cas va se jouer la campagne? Sur les thématiques européennes, sur les dossiers franco-français ou sur les enjeux internationaux? Et justement, pour commencer, François Bayrou, que vous inspire cette attaque massive de missiles et de drones de l'Iran contre Israël? Le monde doit-il se montrer solidaire d'Israël? C'est une attaque préparée, réfléchie, dont apparemment tous les services de sécurité et de renseignement, en tout cas américains et européens, avaient annoncé la probabilité. Et c'est une attaque qui est une atteinte de plus à un équilibre déjà si fragile. Ce qu'on ne mesure pas bien, c'est parce qu'un événement chasse l'autre. C'est ce qu'a été la genèse des événements du 7 octobre. Avant de parler de la genèse des événements du 7 octobre, il y a une petite musique aujourd'hui, depuis la fin de la nuit, autour de la retenue de l'Iran, dans la mesure où il n'y a pas eu de victimes en Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible, j'imagine que tout ça est préparé. 350 missiles et drones, c'est une retenue. Tout ça est préparé de très longue main. Et vous voyez bien qu'il y a à la fois la volonté de porter des coups qui soient spectaculaires et probablement aussi l'idée qu'on ne va pas franchir l'ultime barrière, l'ultime frontière. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'Israël peut rester sans répondre à l'attaque de l'Iran? L'Iran, qui depuis des années clame sa volonté de détruire Israël, est-ce que n'aura pas franchi cette nuit une nouvelle étape dans le cadre de ce projet mortifère des mollahs de Téhéran? C'est sûr que c'est une nouvelle étape. Vous ne m'avez pas laissé analyser ce qui s'était passé le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est un événement très important, très réfléchi, et dont le but n'a jamais été réellement élucidé. Parce que l'attaque du Hamas, c'est évidemment une attaque téléguidée, choisie par l'Iran. Je crois que c'est le principal acteur, avec un but extrêmement précis et un moyen extrêmement précis. Le but précis, c'est était, à mon avis, de mettre un terme aux accords d'Abraham, au processus en construction de paix qui réunissait des pays comme l'Arabie Saoudite et le Maroc autour de ce qu'on a appelé les accords d'Abraham, c'est-à-dire à la fois ce qu'il y a de commun dans l'histoire juive et dans l'histoire musulmane, d'ailleurs dans l'histoire chrétienne aussi, les accords d'Abraham, c'est-à-dire une tentative de pacification de long terme entre Israël et ses voisins ennemis ou anciennement ennemis. Le début d'un plan global de résolution du conflit israélo-palestinien. Et ceci était le but à atteindre. Le but, c'était de mettre par terre cet effort difficile pour la paix, de le renverser. Et le moyen qu'on n'a pas assez analysé, c'était de créer un sentiment d'horreur qui rendrait à jamais impossible une réconciliation. Et c'est pourquoi les événements du 7 octobre, ce qui s'est passé, cette attaque a été tellement barbare. Je crois que la barbarie n'était pas une conséquence collatérale. Je crois que la barbarie était le moyen choisi pour que de l'irrémédiable soit créé et que plus jamais on ne puisse plus s'asseoir autour d'une même table. C'est B.H.L. Bernard-Lévy qui dit un moment de bascule dans l'histoire. C'est un moment de bascule, et c'est un moment de bascule pour l'histoire de la région, et c'est peut-être même beaucoup plus large que cela, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps, l'Iran est le principal fournisseur de Poutine pour ses drones qui sans cesse attaquent et viennent ruiner, et notamment les centrales énergétiques d'Ukraine. Parce que les drones
qui ont été envoyés pour attaquer Israël cette nuit, ce sont les mêmes. Les mêmes. Qui attaquent l'Ukraine. Les mêmes. Et donc, si on ne voit pas ça, et c'est pourquoi je suis, c'est pas toujours le cas, d'accord avec Bernard-Henri Lévy, c'est un moment de bascule dans l'histoire, parce que ce moment de bascule a commencé lorsque Poutine a lancé ses troupes surarmées sur l'Ukraine. Et quelle est la signification de ce moment de bascule ? Il y a 2 ans et quelques... Quelle est la signification de ce moment de bascule ? Il est très simple. Nous sommes de nouveau entrés dans le temps de la violence comme arme politique, dans le temps de la violence cynique, dans le temps de la violence sans mesure pour les objectifs politiques. Avant même la guerre froide. Et donc cette, vous savez, cette phrase qu'on disait souvent, la guerre, c'est la continuation de la diplomatie par un autre moyen. Et réciproquement, la diplomatie, c'est quelquefois la continuation de la guerre par un autre moyen. C'est dans ce temps-là que nous sommes entrés. Et c'est ça la réponse à la question que vous posez. Si réellement nous sommes entrés tous azimuts dans le temps de la violence et de la volonté de soumettre ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est une volonté impérialiste en même temps, parce qu'il y a derrière à la fois la volonté de contrôler et il y a en même temps une idéologie. Chacun son modèle pour l'imposer aux autres. Pour certains, le modèle religieux, pour d'autres, le modèle économique, pour d'autres, le modèle de société. Et donc, si nous sommes entrés dans ce temps-là, quel sourd et aveugle peut soutenir l'idée qu'on peut se débrouiller tout seul ? Nous, la France, avec nos 67 millions d'habitants. Tout est mondialisé. Tout est mondialisé et tout est démesuré par les moyens utilisés. Et donc... c'est cette époque, ce temps-là, tous ceux qui sont de près ou de loin, ou bien les complices actifs, ou bien les résignés à ce temps de la violence, tous ceux qui acceptent que les rapports de force, y compris militaires par la violence, régissent à nouveau le monde, ceux-là sont des complices actifs du risque maximal, du risque le plus total que nous sommes en train de vivre. Et c'est vrai au Moyen-Orient et c'est vrai chez nous. Y compris, et on reparlera de la France après, il y a des complices en France de ce processus, de ces régimes. Il y a des complices en France de ces régimes, tout le monde le sait, tout le monde le voit, il suffit de reprendre, les déclarations, vous le savez bien, il y a des gens qui se réjouissent ouvertement de ce que pourrait être une victoire de Poutine, et il y a des gens qui se réjouissent ou qui refusent de voir dans quel drame on est entré et refusent d'indiquer qui sont les responsables de ces drames-là. L'Iran, et après on passe à un autre sujet. L'Iran, selon les experts internationaux, les services secrets occidentaux, est en mesure de disposer d'ici peu, peut-être d'ici quelques mois, de l'arme nucléaire. Est-ce que dans ce contexte, le monde peut laisser le régime de Téhéran aller au bout de son projet nucléaire ? Je pense que nombreux dans le monde sont ceux qui ont une stratégie pour l'empêcher. L'empêcher militairement ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? J'imagine qu'il y a d'autres solutions. Comme vous savez, dans le monde du numérique et dans le monde des matières premières les plus sensibles, il y a d'autres solutions. Mais je pense que les pays les plus responsables regardent ce que sont les risques. Et parmi les pays les plus responsables, il y a la France. Nous sommes un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Le rôle de la France, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il doit être maintenant ? Bien, vous avez vu cette nuit, il y a eu un communiqué publié ce matin disant que la France avait participé à la contre-action. Contre les missiles et les drones. Et c'est bien. Donc c'est un point important. Et c'est bien que nous soyons actifs et reconnus comme tels, parce que reconnus comme tels, ça veut dire la double capacité. La capacité politique et la capacité technologique. C'est bien que nous soyons reconnus comme tels et que la France le dise, l'affirme.
et l'assume. Et d'ailleurs, il y a aussi autre chose. Hein. On a vu aussi des pays arabes, notamment la Jordanie, qui ont participé à cette action contre cette offensive iranienne visant Israël. C'est aussi important. Mais c'est parce qu'on ne se rend pas compte, vu de notre fenêtre occidentale et française, on ne se rend pas compte de la menace interne au monde arabo-musulman, comme on dit. Les déstabilisations internes, tout ce qui est en train de se jouer. Vous avez vu que, par exemple, il y a à la fois des complices de Moscou et il y a des forces terroristes qui ont porté le fer, qui ont créé un attentat à Moscou. Le monde est d'une complexité comme il n'a jamais été, mais il est d'une violence comme il n'a jamais été. Le risque de faire de la violence la loi universelle, risque qui avait, pour ainsi dire, disparu ou s'était atténué depuis la guerre et depuis la chute du mur de Berlin, cette violence-là, aveugle, elle est une menace universelle. Elle n'est pas une menace pour ceux qui sont ciblés seulement. Elle est une menace aussi pour ceux qui sont proches ou complices ou voisins des attaquants, des assaillants. Le 7 octobre, l'Iran, à travers le Hamas, a voulu stopper le processus d'Abraham. Mais il y a une question qui se pose. Comment on peut envisager l'après-guerre de Gaza, peut-être l'après-attaque de l'Iran contre Israël? La paix est-elle toujours possible? Elle est de toute façon nécessaire. Et quelle paix? Alors la paix, et puis... Là, je parle de la paix israélo-palestinienne. Il faut... Si vous me permettez de le dire, je crois qu'il y avait dans cette attaque du 7 octobre un double piège. Le premier, c'était pour mettre à bas les accords d'Abraham, qu'il n'y ait plus de processus de paix, qu'on ne puisse plus se parler autour de la table. Mais il y a un deuxième piège qui était que Israël, libère la totalité de la dureté et de la violence dont il pouvait être capable, notamment à l'égard des civils. Notamment à l'égard des civils. C'est pour ça que vous dites ça. Oui, je pense que les destructions si larges et si totales à Gaza, les famines éventuelles, les drames qui vont avec, sont aussi un piège pour Israël. Et je crois que... Alors moi, je ne donne pas de leçons à Israël, parce que quand vous êtes la cible d'attaques qui veulent que vous disparaissiez de la surface de la planète, bien sûr qu'il faut se défendre. Oui, parce que vous dites, vous êtes un homme politique de premier plan, un homme d'État, vous dites, si j'avais été président de la République aujourd'hui, comment j'aurais réagi si la France avait été la cible de telles attaques? Avec la dureté nécessaire et en même temps en considérant que toute victime civile est une arme pour le Hamas. Pour le Hamas. Guerre en Ukraine, guerre au Gaza, attaque iranienne contre Israël, la paix du monde est-elle menacée? C'est un peu ce que vous avez dit. Pouvons-nous être à la veille d'une troisième guerre mondiale? Elle peut prendre beaucoup de formes, la guerre mondiale. Parce que nous n'avons parlé jusqu'à maintenant que de la violence militaire, armée. Mais il y a d'autres violences. Il y a de la violence économique. Sociale. Si vous regardez ce que la Chine conduit comme politique, et notamment comme politique commerciale, alors vous voyez qu'il y a là aussi une tentative de prise de contrôle, de soumission, d'hyperpuissance, appelez ça comme vous voulez, d'impérialisme, appelez ça comme on veut. Et puis c'est le cas aussi par les États-Unis. Les États-Unis ont une politique... Alors, je ne mets pas dans le même sac les uns et les autres. Mais les États-Unis ont une politique extrêmement pensée, extrêmement puissante et extrêmement efficace de prise de contrôle technologique, économique, industriel, de tout ce qui est sensible pour l'avenir de la planète. Et nous sommes... très souvent, face à la Chine et face aux États-Unis, nous, Européens, nous sommes désarmés. Je sens que vous voulez parler des Européens, des élections européennes. Non. Et de l'avenir de l'Europe, Frédéric Aziza, européenne. Écoutez-moi bien, il n'y a qu'un seul sujet. Ouais. Vous croyez qu'on peut en faire des chapitres en les séparant. Il n'y a qu'un seul sujet. Le monde dans lequel nous sommes entrés,
est plus dangereux et plus violent qu'aucun de ceux que nous avons connus, vous et moi, dans notre histoire et les générations depuis la guerre. Plus dangereux et plus violent. La situation est plus grave et plus préoccupante qu'elle ne l'a jamais été. Et dans cette situation-là, nous avons le choix entre conduire une politique construite et volontaire pour retrouver une part de la souveraineté qui nous est due, que nous devons à nous-mêmes, ou bien laisser faire. Tous ceux qui proposent de laisser faire, tous ceux qui disent l'Europe, il y en a ras-le-bol, franchement... c'est un mal même. Hein, oui, il y en a qui pensent qu'il faut en sortir. C'est d'ailleurs frappant de voir le nombre de ceux qui voulaient en sortir il y a quelques années et qui n'en veulent plus ou qui prétendent ne plus vouloir en sortir. Aujourd'hui, on voit tout ça. Dans ce monde dangereux-là, si nous voulons retrouver une part de contrôle sur nous-mêmes, si nous voulons retrouver une part de la capacité à construire notre avenir en étant libres, dans des sociétés fragiles, qui font plus d'enfants, qui n'ont pas de démographie, qui doutent d'elles-mêmes, qui ont des modèles culturels qui sont extraordinairement fragiles, dans ce monde-là, nous n'avons qu'une possibilité, qu'un chemin possible. C'est regrouper les pays et les sociétés, les nations et les sociétés, qui sont proches et qui se ressemblent et qui s'acceptent et qui s'aiment bien. C'est pour ça que je dis les sociétés, les gens, les peuples qui ont des cultures proches, pas les mêmes. Chacun devant être garanti dans sa propre culture. Mais vous voyez bien que ce sont des cultures parentes, cousines, voisines, amies. Et ces sociétés-là, elles doivent se regrouper pour résister. On va reparler elles doivent se regrouper pour se protéger. On va parler de ça, mais une ou deux questions sur le lien entre ce qui se passe au Proche-Orient et la France. La guerre d'Israël contre le Hamas, le 7 octobre, a eu des conséquences en France avec une explosion de l'antisémitisme véhiculée par la gauche de la gauche, par LFI, sous couvert d'antisionistes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, la liste LFI, Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon et les élus LFI ont décidé de faire de la Palestine le thème central de leur campagne européenne. Un peu comme avait fait Dieudonné et Soral en 2004 et 2009. Est-ce que c'est un choix judicieux ou est-ce que c'est un choix dangereux? Et est-ce que vous participez à cette analyse qui explique qu'il y a des relents antisémites dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon? C'est une stratégie électorale ou révolutionnaire, on va dire, transparente. Trotskiste. Pourquoi? Parce que ça part de l'idée que pour faire une révolution, il faut un lumpenprolétariat, un prolétariat et même un lumpenprolétariat, qu'en France, en raison de l'immigration récente, ce lumpenprolétariat et ce malaise, il est principalement musulman, et que donc il faut épouser les thèses les plus mobilisatrices ou les plus enflammées pour mobiliser cet électorat-là. Je crois que c'est une erreur profonde. Une erreur ou une faute? Bon, erreur, faute, tout ça est extrêmement proche. Vous savez bien, Jean-Luc Mélenchon a théorisé toute son attitude. Il a dit, il y a déjà plusieurs années, il a dit, la règle elle est simple, il faut tout conflictualiser. Il faut de tout sujet faire une guerre. Et faire une guerre avec les démonstrations les plus violentes qu'on peut trouver dans les mots, dans les actes, dans les attitudes. Vous voyez bien la manière dont ces élus se conduisent à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas un hasard, c'est pas un surgissement de sensibilité. C'est une stratégie absolument pensée. Du chaos, stratégie du chaos. Oui, en tout cas, de dire que il faut que nous mettions le feu. Où il dirait probablement, comme il y a le feu, il faut que nous soyons au milieu du combat. Tout conflictualiser, faire de tout une guerre, faire de tout un affrontement, sur quoi, ça? Et faire de tout une violence. Ça débouche sur quoi? Je pense que c'est dangereux, je pense que c'est risqué,
c'est peut-être même risqué pour eux aussi, parce qu'il se trouve que, vous savez bien, l'écriture a dit depuis longtemps des choses sur si tu tires l'épée. Alors, c'est pas de l'épée physique, là, mais c'est une attitude de violence systématique dans les propos, dans les gestes, dans les actes, et ça menace, au fond, notre capacité à vivre ensemble. Le pacte républicain ? Oui, le pacte républicain, le pacte démocratique, le pacte laïque. Pourquoi ? Vous voyez bien, vous êtes aux premières loges pour le voir, à quel point nous sommes une société fragile. À quel point nous sommes une société qui ne croit plus dans ces grands principes qu'elle a pendant très longtemps portés face au monde. Nous sommes fragiles et nous sommes dans le doute. Plus vous mettez le feu, plus vous accroissez le doute et plus vous accroissez la fragilité. Et pour finir avec cette séquence, le procès en antisémitisme fait à Mélenchon et les filles, il est justifié ou pas ? Vous voyez bien, si la thèse que je viens de défendre, c'est-à-dire tout ça est stratégique, eh bien toutes les allusions, tous les mots utilisés, toutes les images utilisées sont évidemment une manière de faire des signes de connivence et des clins d'yeux au plus violents ou au plus haineux ou au plus de ceux qui détestent le plus et qui naturellement mettent la question de l'origine. La question de la religion, mais de l'origine en vérité, au cœur du procès qu'ils font. Et vous qui avez été proche de Simone Veil, vous savez ce que ça veut dire ? Je sais ce que ça veut dire, pas seulement par Simone votre Veil, votre parcours, mais je connais, et celui de ma famille politique. J'ai fierté à rappeler ça. En 1938, quand il y a eu les accords de Munich, il y a une seule famille politique, toute petite, à l'époque, qui s'y est opposée. C'est la mienne. Avec une phrase extraordinaire de quelqu'un qui, après, a connu d'autres déplacements, dérives peut-être, certains diront, qui a dit dans son éditorial du petit journal quotidien de cette famille politique, qui s'appelait le Parti démocrate populaire. Déjà, il a dit... C'est la dernière phrase de l'édito sur Munich, le jour de Munich. Lorsqu'il s'agit de dire non, le meilleur moment, c'est le premier. Munichois ? Mélenchon est un Munichois aujourd'hui ? Non, Alors, on en vient aux européennes. Dans 2 mois, les élections européennes. Jordan Bardella fait la course en tête avec, selon le sondage publié par le Parisien Ipsos aujourd'hui, 16 points d'avance sur la liste de la majorité présidentielle à laquelle le MoDem participe, de Valérie Ayé. Quelque part, il y a le feu au lac. Non, faut vraiment n'avoir jamais fait de campagne électorale pour se laisser entraîner dans ce genre de piège. Je ne crois pas à ce rapport de force-là. C'est quoi pour vous le réel rapport de force ? Je pense que les 2 mois que nous allons vivre, et 2 mois c'est très long, sachant qu'une campagne européenne, ça se joue généralement dans les 8 derniers jours, donc début juin ? Où va arriver à la conscience de nos concitoyens l'ampleur des défis que nous avons à relever. C'est ça qui va se passer. Mais comment vous expliquez que cette campagne de Valérie Ayé, pour l'instant, ne prenne pas ? Mais il n'y a pas de campagne. Ni chez nous, ni chez les autres. Mais alors justement, chez vous... vous voyez bien, on a fait le cadeau au Front National de le transformer en opposant vous dites universel. Front National ou c'est parce que... Front National, Rassemblement National, pour moi c'est la même chose, c'est les mêmes personnes d'ailleurs. Donc il n'y a que l'étiquette qui est changée. On leur a fait le cadeau de les transformer en opposants universels. Qui leur a fait le cadeau ? C'est Emmanuel Macron les faisant... tout le monde. Tout le monde, toutes les forces politiques ont participé à ça. On avance désormais pour... limiter la casse. Non, mais vous dites on avance, mais j'avance. Laissez-moi finir. Voilà, on leur a fait le cadeau incroyable
d'en faire les opposants universels. C'est Macron. Non, vous ne m'avez pas écouté, vous faites semblant. Chez moi, il y a un proverbe dans les Pyrénées que j'aime bien qui dit « Vous faites l'âne pour avoir du son ». Voilà. Et donc, comment vous dites ça oui, en langage, compréhensible par tout le monde. Ouais. Toutes les forces politiques se sont laissées prendre à ce piège. On en a fait... En faisant d'emblée des calculs. On en a fait les opposants universels. Et comme il y a beaucoup de mécontentement, si vous avez la chance d'être l'opposant universel, je pense que ça ne va pas durer, mais si vous avez la chance d'être l'opposant universel, évidemment, ça ouvre toutes les vannes pour que les voix viennent chez vous. Ça veut dire que les en intention de vote. Après, on verra, mais ça veut dire que les élections européennes, elles sont en train de se... Elles sont déjà, elles vont peut-être continuer d'être un référendum pour ou contre Macron. Non, c'est pas du tout ça. Non. Mais ce sont on appelle ça aux États-Unis des midterm elections, c'est-à-dire la possibilité pour les électeurs, pendant un mandat, sans remettre en cause la totalité du pouvoir, d'exprimer quelque chose. Oui, ce genre-là, un mécontentement. Mais ça, c'est par temps calme. On est encore dans le temps calme. Personne, ou en tout cas une très grande partie de l'opinion, n'a pas pris la mesure des dangers, des risques, de la gravité de ce que nous sommes en train de vivre et de la gravité des menaces contre nous. Et on va en parler, parce qu'il y a toutes les menaces contre nous, notamment puis la situation économique, budgétaire, sociale en France. Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit s'impliquer dans la campagne? Comment? Il va parler demain matin sur BFM. Qu'est-ce qu'il doit faire pendant cette campagne? Il va s'engager dans la campagne parce que ce qui est en jeu, c'est la survie du modèle français. Le modèle que nous avons construit chez nous. À travers ces élections européennes? Et que nous proposons au monde. Ce modèle-là, il ne peut pas subsister si l'Europe n'a pas son intégrité et sa liberté et sa puissance. Ça veut dire que si la liste de la majorité fait moins de 20%, avec un écart aussi important par rapport au RN, le modèle français sera mort? Non, mais vous dites ce qui est en jeu, c'est le modèle français. Soyez... vous êtes au micro, vous avez des auditeurs qui vous apprécient, alors essayons de garder la mesure dans l'expression. Voir un risque, ça n'est pas condamner toute issue positive. On a toujours la possibilité de se redresser, on a toujours la possibilité de reconstruire. Penser qu'il y a de l'irrémédiable, c'est une erreur. Et donc ne laissons pas prospérer ce genre de choses, parce que là, vous leur rendez des services considérables. Vous, François Bayrou, est-ce que c'est vrai que vous allez être sur la liste de Valérie? Si on me le demande, j'y serai. On ne vous l'a pas déjà demandé? L'idée a été évoquée, mais il n'y a pas eu de demande formelle. Quelle position? Dernière position? Oui, enfin, en tout cas, quelque part, oui, il sera clair que je ne suis pas candidat pour être député européen, je l'ai été il y a longtemps. J'ai conduit une liste il y a longtemps, qui a d'ailleurs changé une partie du paysage politique français. Et donc, qu'il soit clair que c'est pour soutenir. Gabriel Attal, il doit s'impliquer aussi? Je pense qu'il le fera, bien sûr. Alors, autre dossier qui est lié aussi à ça, depuis des années, vous alertez, François Bayrou, sur l'état des finances publiques, de la dette, des déficits. Est-ce que, comme le disait François Fillon, François Fillon, en 2007, il y a 17 ans déjà, la France est un État en faillite? Il disait pas ça en 2007, il disait ça en 2017, si ma mémoire est fidèle. Non, je suis à la tête quand il est devenu Premier ministre de Nicolas Sarkozy en 2007. Ça avait beaucoup fâché Nicolas Sarkozy, parce qu'il avait dit « je suis à la tête de l'État », ce qui n'était pas tout à fait la vérité. 2007. Non, mais en 2007, comme en 2002, comme en 2012, j'ai conduit une campagne présidentielle sur ce sujet-là. Parce que je pense toujours qu'il y a là un autre des risques majeurs pour l'avenir du pays. Convenons ensemble que personne n'a écouté. Et que cette voix qui clamait dans le désert, elle n'a pas réussi à changer les choses. Je le regrette parce que notre situation aujourd'hui... Vous allez dire que j'ai une obsession, y compris Emmanuel Macron. Notre situation, oui...
ça n'est pas tout à fait juste. Ouais. Mais je reviendrai sur ce sujet. Si à l'époque, on avait fait ce que je proposais, c'est-à-dire un plan de retour à l'équilibre des finances publiques, ou en tout cas un meilleur équilibre des finances publiques, nous n'en serions pas où nous en sommes. Mais pleurer sur le lait renversé, pleurer sur le lait renversé n'est pas un exercice intéressant. Ce qu'il faut, c'est regarder l'avenir, prendre la situation comme elle est. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, si vous me permettez d'aller au bout. Il reste à avoir plein de questions et des points précis. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ce qui a changé en particulier, c'est que les États-Unis ont choisi un modèle de développement par le déficit et avec le soutien de la Banque centrale américaine. Donc quel rôle pour la Banque centrale Le déficit, vous savez que le déficit de la France est à 5 et quelques pourcents, et que ça a fait beaucoup de polémiques en France. Le déficit des États-Unis, selon l'Institut de recherche indépendant du Congrès américain, est à 6% et va être durablement au-dessus de 8%. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il faut enterrer les 3% imposé par Maastricht. Il faut se le proposer comme but. Mais il faut identifier où a été la faute. Et j'oserais presque dire où a été le crime pendant ces 20 années où j'ai essayé de faire entendre ça. Comment et par qui c'est extrêmement précis. On a décidé... la dette n'est pas mauvaise en soi. La question de la dette, c'est qu'est-ce que vous en faites ? La bonne vision de la dette ou la bonne stratégie pour la dette aurait été que la dette nous permette un développement économique, une croissance, une maîtrise des technologies, une maîtrise de la recherche, que ça soit de l'investissement. Ça, c'était le passé, l'avenir. Non, mais c'est ce qui n'a pas été fait, maintenant il faut voir ce qu'il faut faire. Et on s'est servi de la dette, au contraire, pour le fonctionnement. C'est-à-dire pour payer les dépenses de tous les jours. Et parmi les dépenses de tous les jours, vous savez que je l'ai mis en évidence récemment, il y a les retraites, par exemple. Et puis, il y a la sécurité sociale. Et puis, il y a le fonctionnement quotidien de l'État. Rien pour l'investissement, ou presque rien pour l'investissement. Il n'y a que les collectivités locales qui se sont servies de l'emprunt pour investir. Et donc, la première des choses qu'il faut avoir en tête, étant donné ce paysage mondial où les États-Unis ont une capacité de déficit budgétaire et une capacité de maîtrise monétaire telle... Et donc, quelque part, de dominer le monde, Oui, de dominer tout ce qui est sensible dans le monde, d'avoir le contrôle de tout ce qui est le chemin ou les outils du développement technologique. Par exemple, de tout ce qui est l'intelligence artificielle. Par exemple, tout ce qui est le cloud. Tout ce qui est numérique et si sensible. Les États-Unis ont les moyens, se sont donné les moyens, en conduisant en même temps une politique que je recommande depuis longtemps, mais... de réindustrialisation chez eux. Et donc c'est le cas en France? Ils ont réinstallé des usines dans des endroits où il y avait des usines automobiles abandonnées. Détroit et compagnie. Voilà. Ils ont réinstallé une capacité de production. Eux ont eu une stratégie. Donc il faut avancer. Cette stratégie-là, l'Europe et la France doivent en tenir compte. Et est-ce que c'est déjà le cas, puisque Emmanuel Macron, ses ministres, parlent de réindustrialisation? Est-ce que c'est déjà le cas ou pas? En tout cas, il y a un effort qui a été initié avec ce qui s'appelle France 2030, une capacité d'investissement un peu plus importante que celle que nous avions, à mon sens, pas tout à fait à la dimension. Alors, et donc, parce que ça c'est un enjeu essentiel, et donc, les parlementaires européens que nous allons envoyer, nous, Français, pour nous représenter à Strasbourg et à Bruxelles, on doit, dans leur feuille de route, marquer que leur influence à l'égard de la Banque centrale européenne doit s'exercer dans le sens de l'investissement, de la recherche et de la croissance. Plusieurs questions précises. Il y a eu le plan annoncé par Bruno Le Maire il y a quelques semaines de 10 milliards pour combler le déficit pour 2024, qui doit être suivi par un autre plan d'économie pour 2025. Est-ce que dans un premier temps, vous étiez favorable à un plan de rectificatif de la loi de finances? Non, je pense que la décision qui a été prise est raisonnable. Autre chose, en ce qui concerne les économies à réaliser, Bruno Le Maire Bruno Le Maire a parlé de TVA sociale aussi. Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Il en parle dans son livre.
C'est formidable. La vie, parfois, ça offre je vois sourire. Ça offre des surprises. Bruno Le Maire, si j'ai bien suivi l'actualité, je la suis moins que vous. Mais parce que les Pyrénées, c'est loin et que chez nous, peut-être, on ne voit pas tout. Mais enfin, bon. Bruno Le Maire a passé des années à dire jamais un impôt nouveau. Et là, il propose, si j'ai bien compris, 5 points de TVA. En tout cas, c'est une des pistes qu'il propose d'explorer. 5 points de TVA. La TVA, ça a une caractéristique précise, c'est un impôt sur les pauvres. C'est-à-dire, c'est un impôt sur les pauvres parce que... Donc c'est injuste. Il est exactement proportionnel au pourcentage des revenus que la famille consacre à la consommation. Les gens qui ont le moins de moyens, ils consacrent tous leurs revenus à la consommation. Donc ceux qui ont un peu plus de... Et donc vous ponctionnez les pauvres, vous ponctionnez les plus pauvres, ou en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens, pour mettre un peu plus de facilité pour les autres. C'est absurde. Pour moi... Alors, c'est pas d'aujourd'hui que je dis ça, je m'y suis opposé. Vous vous souvenez peut-être que Jean-Louis Borloo et puis d'autres, avec l'épisode Fabius, TVA sociale, c'est un sujet qui revient comme un serpent de mer dans les débats politiques français. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une solution de facilité. C'est un impôt indolore et c'est un impôt qui touche les pauvres et pas ceux qui ont les moyens. Question, comment on trouve les économies nécessaires en reniant sur les dépenses de santé, sur le budget des collectivités locales, je sais que vous y êtes attaché, sur les dépenses de santé, on l'a déjà dit, sur le social ou en augmentant les impôts. Si vous n'avez que, du budget si vous n'avez que l'approche avec sabré dans les dépenses de la vie de tous les jours, vous n'y arriverez pas. C'est pourquoi je dis il faut 2 choses. Premièrement, il faut un plan de long terme de retour à l'équilibre ou à un meilleur équilibre. Long terme, c'est-à-dire au-delà de 2027. 10 ans. Il faut que nous sachions écrire notre avenir, sauf guerre, sauf surprise majeure. Et entre nous, ça fait des décennies qu'on dit ça. Ça fait des décennies qu'on dit ça et qu'on ne le fait pas. Et vous m'accorderez au moins de m'être toujours battu sur ce sujet-là, sans jamais varier. Et donc, il faut un plan de long terme de retour à cela. Il faut ensuite une capacité de reconsidérer l'organisation de l'action de l'État. Je suis persuadé qu'il y a dans notre organisation des pouvoirs publics beaucoup trop de fonctionnaires, d'améliorations, beaucoup de choses à gagner. Pas des fonctionnaires de terrain. Vous comprenez, c'est pas toujours la même chose. Quelle est la ruse Quelle est la ruse suprême de ceux qui ne veulent pas qu'on regarde? Ils disent, mais où est-ce que vous allez sabrer? Dans les salles de classe des écoles, et des collèges et des lycées, dans la police, ou bien dans les hôpitaux, ou bien dans la police, ou bien dans les magistrats. Ce n'est pas... Est-ce que l'action publique en France est efficace? Non, pas assez. Est-ce que l'action publique en France soutient les initiatives de terrain? Non, pas assez. C'est pourquoi, avec le président de la République, on a conçu cette idée de la refondation de l'action publique en partant du terrain. Je suis absolument persuadé qu'on peut obtenir une réorganisation qui soit une réorganisation de soutien à ce que les initiatives de terrain font et pas pour brider ou pour freiner. Une question qui vous concerne en tant que président du MoDem. Jean-Paul Mattei, président de votre groupe à l'Assemblée, souhaite depuis 2 ans au moins une taxe sur les super profits, sur les super dividendes des grandes entreprises. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que Emmanuel Macron, d'après ce que vous savez, l'accepte? Non, je pense pas que ni le président de la République ni le gouvernement s'y soient montrés favorables jusqu'à maintenant. Est-ce que vous souhaitez qu'il s'y montre favorable? Non, mais laissez-moi préciser. Il y a probablement un domaine d'action qui est cette pratique des très grandes entreprises de rachat de leurs propres actions. Et ça, Gabriel Attal l'a annoncé. Et donc, oui, vous voyez bien, on annonce, mais... il faut que ça, vous dites, il faut que ce soit effectif. Non, je pense que là, il y a un domaine précis. Alors, parce qu'on précise pour nos éditeurs, ils achètent des actions pour faire monter le cours de Absolument. Et donc,
ça n'est pas un avantage pour l'entreprise, c'est un avantage pour les actionnaires. Et de ce point de vue-là, on a le droit de réfléchir et de critiquer. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de Jean-Paul Mattei et d'un certain nombre de nos députés de notre groupe? Il y a eu un constat très simple. Vous ne pouvez pas demander des efforts aux Français si vous ne donnez pas des signes de justice. Et donc si ces efforts ne doivent pas être partagés par ceux qui... Et donc, oui, je pense qu'il y a presque un devoir de mieux équilibrer les efforts et de faire en sorte que personne en France n'ait le sentiment que ceux qui sont ciblés, c'est ceux qui ont le moins de moyens, et ceux qui ne sont pas ciblés, c'est ceux qui ont le plus de moyens. Justement, vous parlez de signe de justice. La réforme de l'assurance chômage, est-ce que vous considérez que ça va dans le bon sens? Vous soufflez, ça veut dire non? Non, je veux pas être sommaire. Je pense que d'abord, ça devrait faire l'objet d'un travail en commun. En amont. En amont, avant la décision, avant les modalités de la décision. Il y a un certain nombre de mes amis qui disent qu'il n'est pas vrai que ce soit des choix majoritairement répandus de ne pas travailler pour profiter des avantages. C'est pas ça le chômage en France. C'est pas ça, le chômage en France, c'est pas ça. Le chômage en France, c'est des gens qui voudraient travailler mais qui ne trouvent pas l'emploi ou ce qu'ils imaginaient être leur emploi. L'emploi à la dimension de ce qu'ils sont capables de faire. 4 minutes, un certain nombre de questions. Et avec la récompense qui doit aller avec. Est-ce qu'il faut taxer les livres d'occasion, puisque vous êtes un lecteur, comme le propose Emmanuel Macron, au moment d'ailleurs où les jeunes boudent la lecture? Vous savez ça. Non. Il est rare que je sois en désaccord avec le président de la République, mais là je suis en désaccord. Une bêtise? Pardon? C'est une bêtise? Non, non, d'accord. Chacun a le droit de proposer des idées. Gérard Larcher, il donne une grande interview au JDD aujourd'hui. Il dépeint un pays, la France, comme un pays désabusé, mené par un président de la République bunkérisé, qui n'écoute ni le Parlement, ni même parfois ses collaborateurs. Il juge le budget insincère. Il dit tout ça, ça va mal finir. C'est vous? Oui, pour faire le bilan, je l'ai moi-même fait dans Marianne cette semaine, de cette énorme crise française, qui est la rupture entre la base de la société et ceux qui sont réputés en être le sommet. Ça va mal finir ou pas? Je suis, moi, très préoccupé de ce point de vue-là, et je crois qu'il y a des politiques à mener et des stratégies à mener et des plans à construire pour en sortir. Et donc... l'idée que tout va s'effondrer est une idée qu'on entend très souvent dans les oppositions. Vous l'aviez vous-même dit quand vous l'aviez dit quand vous étiez en opposition? Oui, mais c'était vrai. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit dans l'opposition pendant des années? C'est que, mais puisque vous me cherchez... Non, parce qu'il reste 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le monopole à deux qui était exercé par le PS et l'UMP, LR, ce monopole à deux condamnait la France à ne pas pouvoir faire face aux difficultés. Et c'était strictement vrai. Gérard Larcher, il envisage aussi une motion de censure budgétaire à l'automne. Oui, c'est un risque perpétuel, mais... Un risque perpétuel, mais si vous pensez que c'est avéré, c'est... Moi, je pense que c'est possible, et je pense que ça doit nous amener à regarder en face, parce que là, on a le mois de mai, les Européennes et les Jeux Olympiques. Donc, c'est le renvoi à l'automne. On est dans une séquence... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'ici la coalition avec LR? Non, la coalition, ça n'est pas la Ve République. Je sais que tout le monde répète ça à l'envi, et vous aussi. Non, mais la Ve République, c'est un président élu. Sur un projet avec des... Qui n'est pas prisonnier du jeu des partis, et qui constitue une majorité gouvernementale en tenant compte de l'Assemblée nationale comme elle est. S'il y a une motion de censure, un vote de censure, dissolution? Je demande qu'on réfléchisse à la question de nos institutions, au sens large, et du mode de scrutin en particulier, de la loi électorale. Il y a le Braun-Pivet avant de Blancens quand elle dit qu'il faut un mode de scrutin proportionnel avec 24 à 26% de députés élus à la proportionnelle. Oui, ce que vous dites depuis des années. Franchement, je pense que les détails de cette proposition ne sont pas adaptés à la situation, puisque elle dit
Si j'ai bien compris, on va faire la proportionnelle dans un département sur 10, les plus gros, les plus riches. Oui, où il y a le plus de députés élus. Et donc, je trouve pas que ça soit... Vous étiez à un moment favorable à une proportionnelle intégrale. Je suis favorable à ce que la loi électorale soit une loi électorale juste, intégralement juste, c'est-à-dire proportionnelle. François Mitterrand l'avait fait entre 84 et 86. Ouais. De nos jours, il la faudrait aujourd'hui. De nos jours, les Allemands font ça très bien avec une loi très élaborée. Ouais. Donc il faut le faire. Proportionnelle intégrale, réforme. Il faut le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que ça évite que quelques mouvements brutaux, et notamment quelques mouvements extrêmes que ce soit, puissent prendre le contrôle de nos institutions. Vous avez parlé de la réforme des institutions, elle a été enterrée au début du précédent quinquennat. Il faut qu'elle soit votée avant la fin de celui-ci ? C'est ma conviction. C'est votre conviction et c'est aussi la conviction du président ? Ça, vous lui demanderez. Dans ce contexte de tension internationale, ce sera la dernière question. En Ukraine, au Proche-Orient, mais aussi la situation économique, budgétaire tendue en France et d'interrogation, vous en avez parlé, sur le modèle français ou sur la laïcité, un sujet qu'on n'a pas abordé. Je suppose que vous dites que pour 2027, il faut un homme d'expérience pour succéder à Emmanuel Macron. Vous avez besoin de votre scoop à tout prix ce dimanche dans votre émission. Alors, je ne vous donnerai pas de scoop, mais je vous dis une chose avec certitude que j'ai déjà dit à ce micro 10 fois. L'élection présidentielle est l'élection majeure et pour quelques citoyens que ce soit, candidable ou pas candidable, on n'a pas le droit de s'en désintéresser. C'est là que ça se joue parce que c'est le moment où se forme la conscience de la nation sur son avenir et où chacun peut participer à son expression. Qu'est-ce que vous répondez à vos amis qui disent le candidat, c'est l'autre Bayrou. Le prochain président, c'est l'autre Bayrou. Il y a beaucoup de gens qui pensent bien et juste dans notre pays et j'ai pas de message particulier à leur adresser. Non mais je vois sourire. Vous avez toujours envie d'être président de la République ? C'est pas envie d'être président de la République. Je ne laisserai jamais les combats majeurs se dérouler sans que tout ce que je crois de la vie, pas seulement de mon pays et de l'histoire, de la vie, y soit représenté. Vous ne considérez pas, comme certains disent, que vous êtes trop vieux pour être président ? Si je vois les autres chefs d'État de la planète, non, franchement, je ne considère pas. Il se trouve que tous les autres chefs d'État de la planète sont plus âgés ou beaucoup plus âgés. Donc, Bayrou candidat, éventuellement président 2027, c'est possible. C'est possible. Je ne vis pas avec cette obsession. Je vis avec l'idée tragique presque que les enjeux sont sur la table, ils sont gravissimes, c'est les enjeux majeurs, et on ne propose pas de réponse qui soit à la dimension de ces enjeux-là. Et on arrive à la fin de l'émission. Ce que nous avons sous les yeux, à la fin de l'émission ou pas, ce que nous avons sous les yeux, ce sont les clés mêmes de notre avenir. Qui s'en occupe ? Qui dit ? Qui donne des voix compréhensibles ? Pas assez. Et je compte bien aider à ce que ce courant de l'avenir se forme et se renforce. Merci en tout cas François Bayrou, monsieur le candidat Bayrou, monsieur le président peut-être, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, à dimanche prochain. Merci.